Mais je vais pas pleurer non plus là. C'est vraiment super émouvant de vous voir si nombreux, de voir toutes et tous ici, puis de voir voilà, cette place si animée, si vivante. Et vraiment merci vraiment d'être tous venus. C'était super important pour moi, dans ce rassemblement de campagne, de donner la parole aux locataires. Et vraiment, je remercie les locataires de Saint-Blaise pour leurs propos. Merci à vous. Merci à toi. Parce que on a souhaité vraiment dans cette campagne des législatives l'inscrire à travers ce slogan « Je souhaite être la députée qui contribue à la dignité retrouvée ». Pourquoi ? Parce que en faisant le porte-à-porte, déjà pendant la campagne municipale, j'ai bien vu la réalité du quotidien dans plein de logements sociaux du 20e. Ça a commencé d'abord par Piton, et je vois plusieurs locataires de Piton qui sont là, notamment le porte-parole, Iliane, et les autres habitants qui sont là. Et c'est vrai que c'est insupportable de voir que dans le quotidien, on ne respecte pas la dignité de base. Un logement digne pour tout le monde. Alors heureusement, dans les bailleurs sociaux de Paris et du 20e, heureusement, il y a plein de logements où ça se passe bien. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est là où ça se passe mal. Et c'est vrai que sur ces batailles à Saint-Blaise, il y a aussi, par exemple, sur cet immeuble au-dessus de Franprix, là, bah, tout l'hiver, ils l'ont fait avec 7 degrés dans pas mal d'appartements. 14, ok, excusez-moi. Les ascenseurs en panne, comme disait Franck, eh ben, ça veut dire que votre premier transport en commun, vous n'y avez pas le droit. On vous enferme, vous êtes condamné à rester chez vous. En plus du confinement, vous êtes de toute façon confinés encore plus que les autres. Et quand vous êtes en situation de handicap, quand vous avez des enfants, quand vous êtes une personne âgée, c'est insupportable. Cette histoire de boîte aux lettres, ça paraît con, hein. Mais c'est super grave. Parce que c'est le bailleur qui a décidé qu'il fallait que les locataires indiquent bien aux expéditeurs de leur courrier quel était le bloc de boîte aux lettres. Sinon, le courrier était renvoyé à la poste. Et puis quoi encore ? Et donc, vous avez tout un tas de locataires qui n'ont pas eu accès à leur courrier. Alors, quand c'est les amendes, vous imaginez comment ça augmente. Cette histoire de Linky, vous voyez que c'est bien un véritable scandale. Parce que quand on impose les compteurs Linky, là, ce dont on se doutait, ce dont on dénonçait, ça commence à exploser. Ils vont vouloir faire payer à chacune et à chacun le coût du compteur par la suite. Un énorme scandale financier. Et alors, à chaque fois, quand on interpelle les bailleurs, eh ben, il n'y a pas de réponse. Et donc, moi, ce que je souhaitais, c'était pas résoudre les problèmes à la place des gens, mais vous dire, on a lancé Locataires Insoumis à travers ce triptyque, vous témoignez, on s'organise, je vous soutiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire témoigner, faites remonter les infos, dites ce qui se passe, parce que c'est pas normal. Alors témoignez. Et puis après, on voit, c'est collectif. Alors on va essayer de voir comment on peut vous aider à vous organiser. Organisez-vous. Ici, je sais qu'il y en a plein qui sont dans des assos de locataires. Il y en a qui sont au DAL, il y en a qui sont à la CNL, il y en a qui sont... Excusez-moi, faut jamais commencer à citer parce que sinon on oublie dans la liste. Mille excuses. Mais c'est super important. S'organiser. Et moi, je veux être la députée qui soutient l'auto-organisation citoyenne des locataires pour qu'ils aient le droit à leur dignité restaurée. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, je sais bien que faire des courriers aux bailleurs et faire des courriers aux élus, ça suffit pas. Hein. À un moment donné, je me suis bien rendu compte que c'est quand on nuit à l'image que là, il se bougeait un peu plus. Alors, on a fait plein de petites vidéos. Et on met ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, Paris Habitat, je pense qu'ils ont embauché quelqu'un pour faire la com. Donc, ils répondent pas au problème, mais ils répondent à la com. Alors, c'est rigolo, donc ils répondent à mes tweets. Bien souvent, ils mentent, hein, sur les boîtes de locataires. Alors, les boîtes aux lettres, ils ont dit, mais non, mais jamais, on n'a jamais imposé cela. Mais non, on incite, c'est tout. Donc, du pipeau à chaque fois. Mais ils répondent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sachez que chacune de vos luttes en encourage d'autres. Quand Piton se sont battus pour exiger la dignité, parce que la pollution, les moisissures, les rats, les souris, les cafards, les punaises de lit, ça suffit, et qu'on a rendu visible cette lutte, vous avez été nombreux à me contacter pour dire « Mais nous aussi, c'est la merde. Venez nous voir, Madame Simonet.
Et du coup, ça encourage d'autres luttes. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, comme Paris Habitat me répond, j'ai eu d'autres luttes dans d'autres quartiers, y compris dans d'autres arrondissements, qui disaient « Eh, Madame Simonet, puisque Paris Habitat vous répond, venez chez nous, venez faire la vidéo !» Alors, ça m'amuse. Certains d'entre vous m'appellent soit la dame de l'affiche, soit la dame en rouge. Maintenant, je vais avoir un autre titre. La dame à qui Paris Habitat répond. Il faut qu'on s'organise et qu'on exige ce respect. Et ça commence par les conditions du droit au logement, de l'accès au logement pour tous ceux qui attendent depuis X années. Et que ce soit ceux qui sont déjà dans le logement. Et cette question de la dignité, elle est essentielle dans le contexte dans lequel on est. Parce que la bataille pour les législatives, évidemment, dans ces sujets-là, il y a les questions nationales, mais il y a aussi tout le contexte national. On voit bien que la politique de Macron est une politique qui méprise le peuple. Regardez, la misère, elle explose. On se retrouve avec 10 millions de pauvres, 1 million de plus depuis la pandémie. Et la priorité de ce gouvernement, c'est de casser les droits des chômeurs, d'humilier les gens, de les briser un peu plus. Alors notre dignité, c'est notre bataille dans cette législative et dans les batailles à venir jusqu'à 2022. De restaurer la dignité du peuple dans ce pays. Alors, la campagne législative, elle est assez simple, hein, parce que grâce à votre mobilisation sur le premier tour, malgré une abstention massive, enfin, il faut reconnaître que le gouvernement, il a tout fait pour qu'il y ait une abstention de dingue, hein. Vous avez vu, ils sont capables de nous envoyer des SMS sur tout un tas de choses, mais pour nous dire qu'il y avait les élections, le gouvernement n'était pas capable de faire la moindre information. Et la mairie non plus. Bon. Donc ils ont tout fait pour qu'il y ait une abstention massive également. Et malgré cela, vous m'avez mis au deuxième tour. Et là, je suis au deuxième tour. Avec Simon Duquerrois, on est très fiers. Parce que le choix, il est assez clair. Parce que la candidate en face du Parti Socialiste, Lamia El Harraj, eh bien, la candidate du Parti Socialiste est soutenue par de nombreux parlementaires de La République En Marche, de macronistes. Alors, paraît-il qu'ils ont y compris, c'est une citoyenne qui m'a dit ça sur le marché, oui, moi ils m'ont dit de voter contre vous, parce qu'il fallait faire barrage à la France Insoumise. Alors moi je vous dis, le choix il est clair. Si vous êtes satisfait de la politique d'Emmanuel Macron, parce que vous estimez que tout va bien, et que vous estimez que, bah oui, supprimer l'impôt sur la fortune, laisser la pauvreté exploser, le droit du travail piétiner, nos droits des chômeurs et les droits de la retraite saccagés, laisser les lobbies exploiter toutes nos ressources naturelles, la planète et aggraver la crise climatique, eh bien, la Macronie a choisi la candidate qui les dérangeait le moins en la soutenant. Donc prenez son bulletin de vote. Mais si vous estimez l'inverse, alors utilisez notre bulletin de vote France Insoumise pour enfin recréer l'espoir dans ce pays. Je voudrais vous dire un petit mot également. La candidate, elle est soutenue par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et je peux vous dire que Madame Hidalgo, à l'hôtel de ville, elle a mis une pression de dingue sur les composantes de sa majorité, que ce soit sur le groupe communiste, que ce soit sur le groupe écologiste. Et je voudrais saluer les militants communistes et écologistes du 20e arrondissement qui n'ont pas accepté de se soumettre aux injonctions de la maire de Paris. Et moi, je suis convaincue, parce qu'avec les militants écologistes, nous sommes dans tant de combats sur le terrain, tant de combats pour préserver enfin la reconquête d'espaces en pleine terre, la lutte contre la pollution, la lutte contre le réchauffement climatique. Avec les communistes, nous sommes dans tant de combats pour la défense bec et ongle des services publics et pour soutenir toutes les luttes sociales. Eh bien, je suis persuadée qu'ils seront toutes et tous au rendez-vous dimanche pour la victoire. Alors, il nous reste 2 jours pour convaincre. Attention, 2 jours pour convaincre et une journée spéciale dimanche. Alors, 2 jours pour convaincre, moi j'ai vu qu'il y avait les journalistes de Regard et de Libération, que je remercie, qui ont proposé à Lamia El Harraj et à moi-même que soit organisé un débat. Alors évidemment, ils m'ont demandé mon avis, moi j'ai dit mais je suis totalement favorable. Parce qu'un débat programme contre programme, eh bien c'est ce qui peut permettre justement d'éclairer les consciences avant le vote.
et d'encourager l'acte civiste. J'attends toujours la réponse de Lamia El Araj. Mais je souhaite le réaffirmer aujourd'hui. Pour la vitalité démocratique dans ce pays, et parce qu'on doit être attaché à la confrontation d'idées, il faut que ce débat ait lieu. Il reste encore 2 soirs, jeudi soir et vendredi soir, donc je m'adresse à Lamia. Accepte ce débat. Accepte ce débat. C'est pas mal ça, Lamia, le débat. Oui, il me plaît bien ce slogan. Non mais surtout que, tu sais, dans la législative précédente, eh bien le candidat à La République En Marche m'avait refusé le débat. Voilà. Et j'en veux toujours. Bon, par ailleurs, il s'appelait Monsieur Persson, personne ne le connaît depuis. Alors, dernière chose. 2 jours pour convaincre. Ça veut dire que chacune et chacun d'entre vous ici, faites votre répertoire téléphonique. Dites-vous tous les gens que vous connaissez dans le 20e et que vous pouvez convaincre. Dites-vous dans votre immeuble les personnes que vous pouvez aller voir pour qu'elles aillent voter dimanche. Et dites-leur que pour nos résistances locales, et en même temps, pour redonner l'espoir nationalement, pas simplement dans le 20e, mais dans tout le pays, le scrutin de ce dimanche soir sera regardé par la France entière. Et il enverra un message clair. Alors je souhaiterais qu'on arrive à envoyer depuis le 20e, j'en serais très fière. Le 20e, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est l'arrondissement de la Commune de Paris. Il y a une petite bataille avec le 18e, mais quand même. Envoyons un message clair. Que l'espoir peut être reconquis pour les jours heureux d'ici 2022. Et ça, c'est fondamental. Alors dimanche, et puis entre-temps, on a aussi les élections régionales. Vous imaginez, si on gagne dimanche soir, eh bien, pour les régionales avec Clémentine Autain, ça change la donne face à Pécresse. Dimanche soir, on va leur faire à l'envers. Parce que je peux vous dire que le Parti Socialiste, ils sont surtout sur Gambetta. Ils viennent pas trop, plus trop dans les quartiers populaires. Sur les Maréchaux, on les a pas vus. Au Cœur-Saint-Blaise, pas trop. Ils restent à Gambetta. Ils pensent que les quartiers populaires vont pas aller voter, vont continuer de s'abstenir. Alors moi, je vous propose qu'on la joue à l'envers. Et qu'au contraire, on fasse la démonstration que la ferveur, l'enthousiasme et l'espoir, il est ici. Et que c'est nous qui allons le plus massivement aller aux urnes dimanche. Alors dimanche, vous n'avez pas le droit de dire pour qui il faut voter. Mais dimanche, vous avez le droit d'aller voir vos voisins et de leur dire, hey, on va au bureau de vote ensemble. Vous pouvez toutes et tous faire cela. Et si dans tous les quartiers, vous faites ça dans vos immeubles, alors dimanche, c'est nous qu'on va gagner. Pour ces mots qui donnent de l'espoir. Et maintenant, je donne la parole à Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Faut vous préparer, hein. On crie pas mon nom. On crie résistance. Résistance, résistance, résistance. Voilà. Merci. Merci. Bon, c'est bien. Je reconnais un certain nombre de visages ici. Et je voudrais féliciter tous ceux qui se sont rassemblés parce que je sais que vous avez été celles et ceux qui ont fait le résultat de dimanche dernier. Que ceci vous soit une leçon personnelle autant que collective. Jamais aucune mobilisation personnelle ne sert à rien. Des fois, on peut se poser la question. On peut se dire, mais à quoi bon? À quoi bon signer une pétition? À quoi bon ce dimanche alors que j'ai ceci et cela à faire? Et puis vous avez autour de vous toujours les bonnes âmes pour vous dire ça ne sert à rien, mais voyons, ça n'arrivera pas. Et puis qui sont-ils? Et blabli et blabla. Et puis, j'ai un doute, est-ce qu'elle n'a-t-elle pas prononcé ce mot qui pose problème? Vous avez les tenaillés, les déchirés, les toupineurs, qui coupent les cheveux en 8, en 12, en 16, en 24, chaque fois qu'il s'agit d'aller de l'avant. Et de faire ce qu'il faut faire. Parce que votre conscience vous le dicte et parce que vous n'êtes pas seulement les gens du 20e arrondissement. Hein, je vous dis ça au passage parce que c'est bien, hein, le 20e arrondissement, pas de doute. Mais vous êtes le peuple souverain. Et quand le peuple souverain est appelé, convoqué à venir voter, c'est sa mission la plus sacrée. Et c'est son devoir personnel et collectif.
Le peuple souverain, ça existe si vous exercez la souveraineté. Mais si vous l'abandonnez aux autres, ne vous étonnez pas alors, c'est pas vous que j'engueule, ne vous étonnez pas si vous abandonnez vos idées de ne pas les retrouver à la sortie. Vous êtes donc une partie de la France qui va parler. Et il n'y a pas d'histoire. Dimanche soir, l'événement politique, il est ici, tout le monde le sait. Pour une raison fort simple, on dit, le 20e, c'est la gauche. Bon, c'est pas que la gauche. On a ici aussi des gens qui votent à droite, et puis des gens qui votent sans se poser la question de savoir si c'est à droite ou à gauche, et qui votent d'après ce qui leur semble bien, et bon pour le pays. Et alors, qu'avez-vous à dire au pays ? Il paraît qu'ils veulent faire barrage aux insoumis. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire ? De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Vous allez dire au pays la chose suivante. Ça fait des mois qu'on nous matraque, nuit et jour, avec l'idée que s'il y a des problèmes dans la patrie, ce n'est pas parce que les uns prennent tout et ne laissent rien aux autres, c'est parce qu'il y aurait des musulmans. Eh bien nous allons dire dimanche prochain, les musulmans ne sont pas nos ennemis. Tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, peuvent être nos amis si nous partageons ensemble la volonté de bien faire, d'améliorer la vie de chacun. La religion ne doit pas être un prétexte à se diviser, à oublier l'essentiel. Le danger ne vient pas de là. Le danger fondamental vient du fait de pousser des gens à bout parce qu'on leur a tout enlevé. Non seulement ce qu'ils avaient, mais la chose la plus précieuse, celle qui pouvait leur sembler être la matière à rêver, c'est-à-dire le futur. Où sont les écoles pour nos enfants ? Pourquoi nos jeunes qui ont fait le bac ont tant de mal à aller à l'université qu'ils ont choisi, où leur intelligence trouverait à se déployer pour le bien de la patrie et pour le bien de tout le monde ? Où sont ces choses ? Parlez-nous de ça. Faites un barrage à l'arrogance. Faites un barrage au racisme. Et faire un barrage, c'est commencer par soi-même. La première pierre de ce barrage, c'est nous, qui empêcheront chacun les mots de trop, les expressions inacceptables. C'est chacun d'entre nous qui peut tendre la main, qui peut aller chercher l'autre, qui peut déjà commencer ce trajet. Voilà le message qu'il faut qu'on entende. Alors on me dit, ah, vous êtes de gauche, approuvé. Mais oui, supposez que, après tout, bon, c'est le deuxième tour. Au deuxième tour, on élimine. C'est comme ça, les élections. Au premier tour, on choisit, puis au deuxième tour, on élimine. Je vous dis pas que je trouve ça génial. Je préférerais qu'on en revienne à une proportionnelle départementale qui permette aux gens d'avoir leur représentation politique normale pour que vous soyez représentés et que le débat ait lieu à l'Assemblée. Parce que c'est quand même ça, la démocratie. C'est à l'Assemblée, on discute, on est mandaté par le peuple souverain. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous êtes là au deuxième tour. Peut-être même que vous ne supportez pas les insoumis. Vous avez tort, mais ça peut arriver, ça peut se faire, ça peut se trouver. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous avez à faire ? Plein de gens ont envie de faire une chose qui est très importante. C'est dire un non clair, franc et définitif à M. Macron. Ce qui est attendu du vote dimanche prochain, c'est que, à votre façon, avec des bulletins de vote, vous lui donniez un petit coup de pied dans les fesses pour lui dire « Tu t'es assez moqué de nous ». Et ça n'arrête pas. Il mente encore en espérant que de toute façon, ou en croyant que vous êtes assez ballot pour les croire. Alors ils disent « Eh bien, jamais aucun pays n'a fait autant que nous dans une période comme celle du Covid. » Pas vrai ? Alors, laissez-lui les mains à notre bon maître. Mais à partir du mois de juillet, il y a 1 700 000 pauvres gens qui vont passer de leur indemnité de chômage et qui vont en perdre plus de 40%. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce traitement ? Pourquoi faut-il qu'ils perdent 40% de leurs revenus au moment où les milliardaires, eux, l'ont augmenté de 200%? Qu'est-ce qu'ils demandent, les gens? Ils ne demandent pas d'être milliardaires. Ils demandent de pouvoir vivre dignement et de voir leur travail reconnu et récompensé.
par un salaire qui permet la dignité, et lorsqu'on est au chômage, que les cotisations que l'on a versées, qui sont notre assurance collective, puissent revenir pour qu'on passe le mauvais moment dans la vie avant que revienne le bon moment. C'est à ça que ça sert, les assurances sociales. C'est pour ça qu'on les a créées au lendemain de la guerre. Et on leur a infligé de force, parce que au lendemain de la guerre, ils n'avaient plus rien à dire, certains qui depuis se sont bien gorgés. Eh bien, c'est à tout cela qu'il faut donner une suite dans un vote. Alors, même si vous n'êtes pas d'accord avec le programme des Insoumis, bien sûr que si elle est députée, que va-t-elle faire? Voter d'abord contre ce que va proposer le gouvernement, parce que vous l'aurez élu pour ça. Quand vous élisez des gens d'opposition, c'est pour qu'ils s'opposent. Vous êtes d'accord? Personne ici n'est venu vous dire « Ah ben nous, bon, ça dépend des jours. » Tout ça, c'est des histoires. C'est pour faire joli, pour donner l'impression qu'on est de bonne compagnie. Mais quand on est à l'Assemblée, il faut savoir de quel côté on est et quelle parole on porte. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile. Bien sûr, nous sommes en minorité, mais nous représentons cette part du peuple français qui vous dit, monsieur Macron, non, non et non encore. Ne votez pas pour des ballots. Parce que j'ai cherché tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai amené tous ces papiers, j'en ai toujours plein les mains. Mais quand même, j'ai vu hier encore que M. Faure, qui est le chef des socialistes et qui est député, s'en prenait à nous, on lui a rien fait. Et il disait, alors vous êtes ambigu, pardon, s'il y a un ambigu, c'est vous, M. Faure. Qu'est-ce qui a dit le 9 mai 2017 à BFM? Au PS, nous voulons la réussite de Macron. Nous souhaitons participer à cette majorité. C'est pas moi, Mélenchon, c'est lui. Alors vous pouvez dire, bon, attendez, soyez pas trop dur, monsieur Mélenchon. Vous avez plus d'expérience que lui, donc vous vous êtes assez vite rendu compte que Macron était de droite. D'ailleurs, vous avez voté contre. Mais enfin, c'est que c'est une véritable maladie là-dedans. Et c'est incroyable. Quand vous en élisez un, vous savez pas qui vous élisez. Ceux qui ont élu monsieur Dussopt, député socialiste, ils pensaient qu'ils votaient pour un socialiste. En tout cas pour un gars de gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Le gars, il arrive à l'Assemblée nationale, il fait une session, il en fait une deuxième. Le lundi, il vote contre le budget. Le samedi, il est ministre de Macron. Alors vous allez dire, qu'est-ce que vous voulez? Il devait avoir déjà des amis. Il y en a 8 dans le gouvernement de M. Macron. Est-ce que vous trouvez normal que des gens qui ont pendant des années dit qu'ils vous représentaient et qu'ils représentaient la gauche, qu'il y en ait 8 qui se retrouvent ensuite au gouvernement pour appliquer la plus féroce politique de droite qu'on ait vue dans ce pays depuis des années? C'est bien le droit de ceux qui ont voté Macron et qui ont été élus par des électeurs qui voulaient la politique de M. Macron de dire, nous on est contents, on a ce qu'on demandait. Mais les autres, ils ont été floués, volés, trompés, escroqués. Et c'est ça qu'on vous propose de refaire. Parce que figurez-vous que les mauvaises habitudes leur sont toujours pas passées. Et je vais vous en donner un exemple. Au premier vote de députés, pour savoir si oui ou non on faisait confiance à monsieur Édouard Philippe, vous vous rappelez, c'est pas si loin que ça quand même. Eh bien, il s'en est trouvé 3 pour voter pour monsieur Édouard Philippe. Alors vous dites, le reste était avec vous, monsieur Mélenchon. De quoi vous plaignez-vous? Pas du tout. Il y en a que 5 qui ont voté contre. Et 23 autres qui se sont abstenus. C'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance dans ce gouvernement ou pas? Je ne sais pas. Alors pourquoi on les a élus? On les a élus pour qu'ils disent, non, nous n'avons pas confiance parce que nous savons ce que vous nous avez dit. Monsieur Édouard Philippe, nous vous avons écouté, vous ne vous êtes pas moqué de nous, vous nous avez dit la vérité, vous nous avez dit quelle politique de droite vous alliez appliquer. D'ailleurs, vous avez toujours été de droite et nous ne sommes pas surpris. Mais alors la surprise, c'est qu'on n'aille pas voter contre. Là, je vous donne cet exemple. Mais si ça leur était passé, mais c'est qu'à tout bout de chance, ça leur revient. Récemment, c'est pour ça que j'ai pris le papier à cause des dates, le gouvernement fait une déclaration sur la crise sanitaire.
Vous m'entendez bien? Une déclaration. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, bon, vous avez le droit d'amender, Non, il déclare et après tu votes oui ou non. Je suis très content ou non, je ne suis pas content du tout. Moi, je sais ce que j'ai voté, je ne suis pas content du tout. Mais on me demande oui ou non. Si on m'avait demandé autre chose, j'aurais dit peut-être autre chose. J'aurais déposé des amendements, etc. Mais là, c'est oui ou non. Vous avez donc un Premier ministre du gouvernement Macron qui arrive et qui vous dit, voilà comme j'ai géré génialement la crise de la Covid, eh bien maintenant, je vous demande de venir applaudir en cadence et en plus de lever la main. Alors nous, on a voté non. Et eux, 27 avril 2020. 10 abstentions, 20 contre. Il y en a 10 qui ne savent pas ce qu'il faut penser du bilan du gouvernement dans la Covid. Et ensuite, la deuxième déclaration du gouvernement sur le deuxième déconfinement. D'accord? Là, tu n'as pas le choix. Ça s'appelle article 50-1, oui ou non. D'accord? Voilà. Résultat, nous, non. Eux, 29 pour et une abstention. 29 pour dire qu'ils sont d'accord. Alors, élisez-en une 30e pour aller voter et nous isoler encore davantage et donner raison à M. Macron dans les moments qui sont les plus compliqués pour nous, où il faut expliquer qu'en dépit de la crise sanitaire, en dépit du fait que nous avons été disciplinés, que nous n'avons pas trop fait autre chose que de proposer des manières de se sortir de la crise tous ensemble. À la sortie de ça, il faut subir l'humiliation d'être ou bien d'accord avec eux, avec le gouvernement, ou bien d'être dans notre coin à dire non. Eh bien, nous avons dit non. Nous avons besoin de quelqu'un qui vienne nous aider à tenir bon la tranchée dans ces circonstances. Donc c'est pas juste une affaire de préférence personnelle, c'est pas une affaire de personne, même si bien sûr les personnes comptent, parce qu'il y a ceux qui savent tenir bon et ceux qui lâchent prise au premier choc. Eh bien nous sommes de la variété qui tient bon et qui ne l'a jamais prise, quoi qu'il arrive. Et puis, après, il y a l'intolérable, l'insupportable. Qu'il y ait des gens pour trouver que la loi séparatisme, qui n'intéressait d'ailleurs pas grand monde, soit dit par parenthèse, au point qu'ils ont été obligés d'aller faire les clowns sur France 2, entre M. Darmanin et Mme Le Pen, le concours du plus dur ou de la plus molle. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a que les naïfs pour croire qu'on parlait de séparatisme. Ce n'est pas vrai. Ça a duré 15 jours. Et pendant 15 jours, on a montré du doigt une partie de la population française du fait de sa religion et qui ne pouvait pas se défendre et qui n'avait pas la parole, sinon la nôtre. C'est ça qu'elle fera. Et quand on a voté, que s'est-il passé? Nous autres, et vous voulez faire un barrage avec nous? Nous autres, nous avons tous voté contre cette loi, tous sans exception. Pas un n'a fléchi, pas un n'a cédé. Et le PS, parce que c'est lui dont je parle, février 2021, loi séparatisme, combien il y en a qui votent contre? 1. Et tous les autres, ils s'abstiennent. Ils n'ont pas d'idée sur la question. Ils ne savent pas si vraiment c'est un problème ou pas, quel est l'enjeu véritablement de la discussion. Alors à quoi bon élire des gens pareils? Pourquoi faire? Si vous voulez dire non, n'allez pas voter pour des gens qui ne savent pas dire non. Allez voter pour des gens qui savent dire non. Si vous voulez dire oui, ben, vous n'êtes même pas sûr qu'elle le fera. Parce que, par définition, ils sont fuyants. Ils vont avec la vague. Donc, l'élection, c'est ça qu'elle peut trancher. Je souhaite de tout mon cœur qu'on y arrive pour cette raison-là, pour qu'on entende cette voix de la rébellion. Je vous demande à chacun d'entre vous de pas juste se dire « celui-là, il parle bien, et elle aussi, et on les aime bien ». Il faut vous arracher et aller chercher un par un tous ceux qui vous entourent. Il faut sonner l'alerte de tous côtés. C'est l'occasion ou jamais. C'est maintenant. C'est à portée de main. Voilà ce qu'il faut savoir. Ça y est, j'ai dit tout ce qu'il y avait dans mes papiers, mais j'en ai encore des papiers, hein, si je veux. Un député, voyez-vous,
On va pas raconter d'histoire, c'est l'année de la présidentielle. Vous savez très bien ce qui va se passer. Vous autres qui êtes ici, je crois que vous avez déjà fait votre choix, il suffit de voir vos réactions. Donc on se sent ensemble dans ce combat. Et on sait que c'est le grand combat. Vous savez tous d'instinct comme moi que le pays file un mauvais coton, que la pente qui est prise n'est pas la bonne, que toute cette haine, il faut absolument qu'on en rabatte la flamme. Il faut absolument qu'on fasse les gestes, qu'on ait le pouvoir capable de faire les gestes qui apaisent, qui rassemblent, qui rappellent au peuple français, quelles que soient les religions, les genres et tout ce que vous voulez, la condition sociale, qu'en tant qu'être humain, nous sommes confrontés aux plus immenses des défis qu'aucune génération n'avait connus avant nous, qui est ce changement climatique qui est irréversible et qui va déclencher des phénomènes auxquels personne n'a jamais été confronté. Il va vous falloir, à partir de 2022, plutôt si c'était possible, mais ça ne l'est pas, à partir de 2022, des mains fermes qui sachent clairement quel est le principe qui doit gouverner la société. Tous ensemble ou chacun pour soi? Nous tenons pour le tous ensemble. Tous ensemble, évidemment. Eh bien, ça commence maintenant. Et toute cette année, ne croyez pas qu'ils se sont assoupis. Alors là, il est en train de courir le pays avec une armée mobilisée à chaque fois pour empêcher que les gens lui fassent un mauvais sort. Il va aller leur dire, traversez la rue, il y a du boulot. Et qu'est-ce que vous faites là, vous autres, les de rien, etc. J'exagère un peu, j'en suis conscient, mais c'est pour vous dire l'état d'exaspération que ressentent beaucoup d'entre nous devant une telle comédie, un tel mépris assumé. La dernière année, ils ont dit qu'ils n'en avaient pas fini avec la réforme des retraites. Moi, je me méfie, parce que nous avons résisté jour après jour à l'Assemblée nationale. Et peut-être qu'il faudra recommencer à le faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'elle. Parce que dans ces circonstances-là, il faut des gens qui tiennent. Il faut des gens qui savent de quoi ils parlent. Danielle Simonet, elle ne vient pas d'être pondue dans la politique. Personne ne lui a dit, viens, il y a un siège pour toi. Il n'y a pas d'héritier parmi nous. Tout a été cherché dans la confiance du peuple. Nous avons besoin de ce genre de député. Vous l'avez vu, personne ne croyait qu'elle arriverait au deuxième tour. Il se frottait le ventre déjà d'avance. Elle y est arrivée comment? Parce qu'elle a été capable, avec vous tous, de se mettre en mouvement, de faire des choses, de ne jamais renoncer. Même quand vous avez le doute qui vous serre la gorge, vous le faites parce qu'il faut le faire. Encore 1 mètre, encore 2 mètres, encore 3 mètres, encore 10 portes, encore 20 portes de fête ce soir. Comment vous avez eu ce courage de faire tout ça? Formidable. C'est des gens comme ça qu'il faut quand on est dans des périodes de l'histoire dures. Il y a d'autres moments où ça peut être plus tranquille. Hein? Vous pouvez en élire des plus faciles. Eh bien, elle ne l'est pas. Et moi non plus. Et ça ne sert à rien aujourd'hui d'être facile. Ce qui sert, c'est d'être capable d'avancer toujours. Alors là, peut-être que ces lois vont venir. Vous autres, vous êtes les gens qui vivez de votre travail. Et vous ne réclamez rien d'autre que le droit de vivre dignement. Et une chose, par-dessus tout, nos gosses. Que pour eux, ça soit mieux que pour nous. Comme ont fait nos parents. À vous autres, j'en vois quelques-uns. Ça s'est passé comme ça. Ça a été dur à la génération précédente. Oh, c'était dur. Un petit peu mieux pour les suivants. Un petit chouïa mieux pour les autres. Et maintenant, voilà le moment où on va cueillir les fruits. Les gamins parlent bien, ils lisent bien, ils comprennent bien, ils s'intéressent à tout. Ils peuvent faire la belle vie dont ils ont besoin, et bien sûr, avec la famille. Voilà ce qui est en jeu. Ne vous laissez pas voler ce droit. Vous n'abusez pas de la vie en lui demandant les parts de bonheur qu'on peut y trouver. L'amour de nos gamins, de nos anciens. Enfin, une société où on parlerait d'autre chose que de frites du matin au soir, et de guerre et de haine, et de faits divers. Enfin, ça n'est pas si dur que ça. Il faut qu'on cesse de bourrer les crânes, de créer cette ambiance effroyable dans laquelle nous vivons, où certains morts au travail font pleurer abondamment,
et d'autres sont ignorés. Ce n'est pas juste. Tout être humain, appliqué à son travail, quand ce travail sert à tous, mérite le respect. Les gens écrasés sur leur poste de travail, les 170 ouvriers du bâtiment qui sont morts au travail, et tous les autres aussi, ils mériteraient qu'on y pense aussi souvent et qu'on dise comment se fait-il que ça leur est arrivé. Parce que moi j'admets qu'on pose la question et je connais la réponse. Quand un policier meurt, c'est quelque chose qui ne fait plaisir à personne. Et c'est une honte de nous accuser d'y être indifférents. Mais nous avons remarqué qu'ils ont réussi à améliorer leur technique de travail, de sorte qu'ils meurent moins maintenant qu'auparavant. C'est donc cette amélioration technique qu'il faut cultiver. Et bien de même, l'ouvrier du bâtiment, il meurt d'autant plus qu'on ne fait pas attention aux installations de sûreté, aux installations techniques, qu'on ne fait pas attention au fait qu'ils ont le droit de se reposer, comme les routiers, comme les gens qui sont dans les professions de santé. Il faut donc partout donner le pouvoir à ceux qui sont capables d'améliorer les conditions techniques du travail et des outils, parce que c'est eux qui savent comment on peut faire mieux et comment on peut faire bien. Ah, je m'étais juré de ne pas partir d'ici sans vous l'avoir dit. Eh ben, c'est fait. Voilà. J'ai beaucoup d'espoir dans le vote de dimanche. J'en ai vu quelques-uns. Bah, tant mieux. Bah, c'est vous qui allez faire le boulot, moi je vote pas là. Alors, merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Je vais vous dire, franchement, que en l'élisant, la Danielle Simonet, vous allez vous faire honneur à vous-même. Parce que vous ne serez pas représenté par quelqu'un dont vous avez oublié le nom 8 jours après et dont vous n'entendez plus parler. C'est le contraire. Et en ce moment, je vous l'ai dit, on a besoin de ça, mais c'est le pays qui en a besoin. Alors, on va être une année où il va y avoir des événements en cours de route. Vous voyez bien que si on gagne ici, ça nous donne un coup de boost. Hein. C'est pas la peine d'être un grand stratège électoral pour le comprendre. Et quel coup de boost, parce que comme c'est elle qu'on élit, ça se voit. Hein. Donc ce serait quelqu'un d'autre, je dis pas, ça se voit moins. Hein. Mais si c'est elle, ça se voit. Et donc ça se sait, ça s'entend. C'est à ce beau dimanche soir que j'espère que nous allons tous concourir activement et sans relâche, parce que comme elle a dit, il reste 2 jours, et on peut en faire des 2 jours, des choses en 2 jours. On va changer le monde.